Le sud du Vietnam est une terre nourricière, riche de fonds marins généreux et d'un fleuve fertile. C'est aussi une terre d'histoire qui est parvenue à maintenir ses traditions tout en s'ouvrant à la mondialisation. La région n'a pas seulement su préserver des modes de vie culturels, artistiques et religieux, elle a su tirer profit de ses formidables richesses naturelles. Voici une destination savoureuse à la croisée des mondes. La côte s'étire sur 3260 km. Nous allons vous emmener à la découverte du sud du pays, où avant d'explorer le delta du Mékong, il faut s'arrêter dans la plus grande ville du Vietnam. Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, cristallise tous les paradoxes du Vietnam d'aujourd'hui. Elle conjugue une histoire millénaire, un passé colonial, un régime communiste et un capitalisme économique débridé, dont ces nouveaux quartiers sont les témoins. La population du pays approche les 100 millions d'habitants. Elle se concentre principalement dans les grandes agglomérations et comprend une classe moyenne aisée qui a les moyens d'habiter dans ces immeubles de standing. Le centre-ville abrite à la fois des tours ultramodernes et des bâtiments historiques, comme le siège du comité populaire de Ho Chi Minh Ville. Récemment rénové, il a été classé vestige national par le gouvernement. La façade monumentale de l'opéra et celle des hôtels tout autour comptent parmi les sites les plus photographiés, tout comme le bâtiment de la poste centrale. Vestige d'une époque révolue, le lieu n'en continue pas moins de proposer ses services postaux. La ville regorge de pagodes et de temples. La pagode Ngoc Wang est l'une des plus réputées et colorées. Également connue sous le nom de pagode de l'empereur de Jade, elle a été construite à la fin du XIXe siècle. C'est un haut lieu de prière pour les habitants qui viennent y souhaiter la paix, la prospérité ou la venue d'un enfant. La circulation chaotique de Saigon est surtout dominée par les deux roues. Les motos et les cyclos arrivent de toutes parts. Mais comme tout le monde roule à la même vitesse, tout se passe bien avec une étonnante fluidité. Malgré la chaleur étouffante, les femmes sont souvent couvertes de la tête aux pieds, dans le seul but de se protéger du soleil. En retrait des grands boulevards, nous rendons visite à un calligraphe, Tung Gia Minh. Il réalise à la demande des tableaux portant des citations ou des maximes qui sont censés porter bonheur. La calligraphie, c'est l'art d'écrire des mots avec des caractères latins de manière esthétique. On utilise les caractères latins pour exprimer les sentiments et les idées de celui qui les écrit. Il existe plusieurs styles en ce qui me concerne. J'écris avec des lignes rondes, courbées et harmonieuses. Jusqu'à une époque encore récente, on utilisait exclusivement des caractères chinois, dont la plupart des artistes se sont désormais affranchis, pour un côté pratique, mais aussi pour bien affirmer leur identité vietnamienne. Il faut que la calligraphie soit écrite en vietnamien pour que les Vietnamiens puissent comprendre l'art de la calligraphie dans leur propre langue. Quand je propose des œuvres de calligraphie en vietnamien, les gens les apprécient parce qu'elles sont écrites dans leur langue maternelle. Ce tableau exprime des souhaits de prospérité et de richesse. Lors des soirées ou des fêtes, cette calligraphie est très appréciée. « 10% des Vietnamiens sont catholiques et la capitale compte plus de 200 paroisses.
l'église du Sacré-Cœur de Tan Dinh a été construite en 1870. Elle fait partie des plus photogéniques. Créé en 1928, le marché de Binh Thai est le point central du quartier chinois de Cholon. On y trouve tous les ingrédients qui font la richesse de la cuisine chinoise et vietnamienne. Une myriade de racines âcres et de plantes aromatiques donnent aux encas, aux soupes et aux ragoûts leur saveur corsée si caractéristique. Les petites rues adjacentes fourmillent de coulis, ces porteurs qui viennent s'approvisionner chez les grossistes pour livrer toute la capitale. Motos et scooters ont peu à peu remplacé les pousse-pousse. Au Vietnam, la cuisine de rue est une institution. On y sert un petit déjeuner à base de soupe relevée et le reste de la journée, les échoppes souvent minuscules préparent des plats délicieux. Les Vietnamiens sont de grands producteurs et consommateurs de café, de variété Robusta, qu'ils préparent à l'aide de grands filtres en tissu. Toujours dans le quartier chinois, Ao Si Phuong est un endroit très particulier. Construit au début du XXe siècle dans un style influencé par les Français et les Chinois, plusieurs générations ont vécu dans cet endroit hors du temps, à quelques mètres seulement des grands boulevards bruyants. Lorsque le soleil disparaît des façades, les échoppes de Ho Thi Qui s'animent. C'est l'une des street foods les plus populaires de la ville. Les mets proposés sont plus ou moins sophistiqués. À chacun ses spécialités. Ces trois amis viennent de Hanoï. Ça nous faisait envie. Nous avons choisi ce plat pour l'essayer. Les fruits de mer dominent les propositions, mais leur mode de préparation et les épices utilisées diffèrent d'un restaurant à l'autre. L'offre pléthorique laisse ces touristes chinoises circonspectes. Les os à moelle jouxtent des crustacés étranges. Je suis venue ici parce que il y a beaucoup de choix et tout est très bon. Nous sommes samedi, donc j'ai du temps libre pour venir ici. À quelques kilomètres de la capitale, nous partons à la découverte d'un des fleurons de l'artisanat vietnamien, les céramiques Minh Long. Qu'il s'agisse d'art de la table ou de décoration intérieure, la 4e génération de la famille Ly a élevé ce savoir-faire à un niveau reconnu dans le monde entier. C'est ici que sont entièrement fabriquées à la main ces pièces uniques. L'étage le plus impressionnant est celui consacré aux cadeaux de prestige qui demandent des heures de travail minutieux. La société a investi dans des fours de haute technologie pouvant atteindre des températures très élevées, afin d'obtenir une finition et un rendu irréprochables. Mais seul le talent des artistes fait véritablement la différence. Les œuvres reproduisent des thèmes traditionnels avec une incroyable précision.
Certaines pièces demandent plusieurs semaines de travail. Cette vasque en jade est l'objet le plus précieux décoré en ce moment. Dans les pays occidentaux, on utilise des coupes pour célébrer les victoires, alors qu'au Vietnam, pour des occasions spéciales, on utilise ce type de grande vasque, spécialement celle en jade. En plus des symboles typiquement vietnamiens, on trouve 3 dragons dessinés ici en dessous, qui représentent les 3 régions du Vietnam, le sud, le nord, le centre. Ces dessins contribuent à l'harmonie de l'ensemble. L'entreprise s'est récemment lancée dans une importante recherche historique pour documenter le travail réalisé par la famille depuis ses débuts. Ici, d'anciennes techniques sont réemployées pour magnifier de superbes vases en porcelaine fine. Descendant du Tibet où il prend sa source, le Mékong est le fleuve le plus puissant d'Asie du Sud-Est. Il rencontre la mer dans un delta bordé de grandes terres agricoles. À Ben Tre, porte d'entrée du delta, le paysage alterne entre rizières et cocotiers. Cette région du Mékong est considérée comme le grenier à riz du pays. Elle fournit plus de la moitié de la production, dont la plus grande partie est exportée. En cette fin mars, la cueillette des noix de coco bat son plein. Ces quelques 52 000 hectares de cocotiers produisent environ 400 millions de fruits par an. Les grossistes vont les répartir entre différents ateliers suivant le type de transformation souhaité. À Toi Son, on travaille surtout la pulpe de la noix pour en faire des confiseries. Tout est utilisé. L'eau de coco servira pour d'autres préparations. Il faut faire bouillir la chair de la noix, puis la presser pour en extraire le jus. Ensuite, mélanger avec du sucre et passer à l'emballage. Ici, on prépare de la confiture de noix de coco, faite maison. Et voici le produit final. Les confiseries sont complétées avec des fruits secs et se vendent très bien. Un peu à l'écart du fleuve, à Mi-To, le temple khmer Vinh Trang rappelle que cette partie du pays faisait partie du Cambodge jusqu'au XVIIIe siècle. Durant la Seconde Guerre de l'opium, vers 1860, le temple a été très endommagé. Restauré peu à peu par des artisans venus de l'ancienne capitale impériale Hue, il a pu retrouver une pleine activité en 1933. Dans un bâtiment adjacent au temple, des nonnes sont en pleine prière. La vie du delta s'est trouvée considérablement modifiée avec la construction de ponts importants. Ils ont rendu la circulation et donc le commerce plus rapide par la route que par le fleuve. Cependant, plus à l'ouest, les habitants de Vinh Long utilisent encore beaucoup le fleuve. Dès l'aube,
les ferries assurent le transport d'une rive à l'autre. Vinh Long est un des carrefours importants du fleuve. La ville s'est étendue autour du port et de ses canaux. Un peu à l'écart de l'agitation du centre-ville, le temple Lap Tan Myeu est ce que les Vietnamiens nomment un temple de littérature. Il a été édifié au XIXe siècle pour promouvoir l'enseignement de Confucius. La pensée du philosophe chinois a profondément influencé la culture vietnamienne. Elle prône la moralité, les devoirs familiaux et le sens du devoir. Kinh Thai Khe est connu pour ses fours traditionnels, d'où sortent des briques en terre cuite qui ont pendant longtemps participé à la renommée de la ville. Sur les 3500 en activité dans les années 80, 400 d'entre eux tout au plus sont aujourd'hui encore actifs. Ils se distinguent par l'absence de végétation à leur sommet, la température étant telle que rien ne peut y résister. Nous sommes chez Nguyen Thanh Dat, le directeur d'une entreprise familiale qui se transmet depuis plusieurs générations. Ici, on continue à utiliser la paille de riz comme combustible pour assurer des cuissons lentes et traditionnelles. Mais la qualité a ses contraintes. Un employé alimente en permanence les fours jour et nuit. La cuisson est longue et meilleure que les nouvelles cuissons qui sortent de produits en une journée. C'est friable en fait. Il y a une étape 5-6 jours de séchage, 5-6 jours de cuisson. Et en autant de jours, pour qu'il attend que la température baisse, pour qu'on sorte le produit. La terre arrive directement par bateau. Elle est travaillée rapidement pour conserver son élasticité. Le métier actuellement, c'est un métier très très dur. C'est un métier que les jeunes maintenant, très rares les jeunes qui vont prendre le métier pour travailler la terre. Dat nous emmène voir une maison qu'il a entièrement construite en terre cuite en 2018. C'est une maison traditionnelle de l'époque des familles riches comme Hội Đồng, voilà. Et maintenant, on recrée cette ambiance en fait en fabrication que par terre cuite. Si vous voyez au plafond, presque 80%, on fabrique en terre cuite ici. À partir de colonnes, des briques, des tuiles. Et à partir, voilà, il y a juste les portes sont en bois. Traditionnel. Plus au nord, sur le fleuve à Sa Dec, un immense marché aux fleurs borde les canaux. Une partie de la production alimente les pays européens, friands de fleurs exotiques. On y trouve notamment une grande quantité d'orchidées destinées à l'exportation. Sans oublier les bougainvilliers qui sont de plus en plus prisés. Can Tho a largement dépassé le statut de principale ville du Delta. Elle est devenue la 5e ville du pays avec plus de 1 300 000 habitants. Bâtie en 1870 par un riche marchand, puis rénovée dans un style colonial français, la maison Binh Thuy expose de rares et précieux objets qui ont traversé le temps. De pièce en pièce, toute une époque ressurgit, délicate et raffinée.
Cette grande maison bourgeoise a aussi prêté son décor somptueux dans quelques scènes de l'adaptation du roman de Marguerite Duras, L'Amant, réalisé par Jean-Jacques Hano en 1991. Ce fut le premier film occidental tourné au Vietnam depuis la réunification du pays en 1975. Le monastère Truc Lam Phuong Nam Zen est l'un des plus grands édifices bouddhistes du Sud-Vietnam. De construction récente, il joue un rôle de rassemblement important pour la communauté bouddhiste dans la région. La représentation du Bouddha Shakyamuni a été réalisée en bronze et pèse 3,5 tonnes. C'est un véritable campus qui réunit aussi bien les fidèles pour la prière que pour étudier les textes sacrés. À 6 km de Can Tho, à Cai Rang, se tient chaque matin le plus grand marché flottant du delta. Il s'agit d'un marché de gros où les revendeurs viennent s'approvisionner essentiellement en fruits et légumes. Du fait de l'amélioration du réseau routier, le nombre de vendeurs diminue d'année en année. Mais il reste encore un marché actif et pratique, d'autant que le delta demeure un poumon agricole important du pays. Sur la terre ferme, le marché de détail est en pleine activité depuis 5 heures du matin. Il est d'usage de venir faire ses courses très tôt afin de pouvoir cuisiner avant que les températures ne soient trop élevées. À l'abri du soleil, poissons et crustacés se partagent la vedette. Ils proviennent autant du fleuve que de la mer, située à une bonne demi-heure de bateau. La grande majorité des vendeurs privilégient les denrées encore vivantes, preuve incontestable de leur fraîcheur. Certaines prises, en général les plus petites, ne servent qu'à la confection de pâtes de poisson ou de sauce. À l'écart de Can Tho, dans l'entrelac des canaux et des méandres du fleuve, se dissimulent parfois des trésors. Près des rizières se dresse la pagode khmer Phu Li. Construite en 1672, son architecture marie les influences indiennes, thaï et cambodgiennes. Dans la langue khmer, on dit Khmer, ce qui désigne un groupe ethnique parmi les 54 qui existent au Vietnam, dont nous faisons partie. Cependant, tous les Khmers pratiquent tous le bouddhisme. Le delta du Mékong faisait autrefois partie du royaume khmer. À son apogée au XIIe siècle, il comprenait quasiment toute l'Indochine. Le temple est régulièrement entretenu et rénové grâce à la générosité de la diaspora khmer qui vit à l'étranger. Cette pagode n'est pas uniquement un lieu de prière. C'est aussi un lieu de paix, un endroit où l'on conserve les reliques des Khmers décédés, où les enfants peuvent apprendre la langue khmer et vietnamienne.
Canton est la dernière grande ville avant de rejoindre la mer de Chine méridionale. Une fois passés les faubourgs de la métropole, le fleuve s'élargit et les habitations se raréfient. Parmi les îles du sud du pays, l'archipel de Kon Dao, situé à 80 km de l'embouchure du Mékong, est sans doute le plus singulier. Avec un relief très marqué, Kon Dao était surtout réputé pour être un bagne très sévère, géré successivement par les Français et les Américains. L'île principale, encore méconnue, jouit d'une rare tranquillité, mais elle commence à attirer des visiteurs séduits par ses plages et sa nature. Dans le centre de la petite ville de Kon Dao, l'ancien palais du gouverneur laisse imaginer le style de vie de l'époque, colonial et insulaire, à l'écart du tumulte de Saïgon. Les jardins encore bien entretenus sont un lieu de promenade recherché. À l'écart du centre se trouve l'entrée d'un lieu de sinistre mémoire, le bagne de Pulo Condor. Utilisé à l'origine par les Viettes pour bannir des opposants, les Français ont pris le relais dès 1862 avec l'arrivée des premiers forçats. Le taux de mortalité y était très élevé. En 1940, le centre est agrandi avec l'apparition de cellules dites cages à tigres, où certains détenus étaient maintenus en permanence par des fers. Au-dessus de la petite ville, le temple Vanson est un imposant monastère bouddhiste. Il a été construit en 1964 à l'attention des officiers qui travaillaient dans la prison et des officiels du gouvernement qui étaient en poste sur l'île. Les lieux sont ensuite devenus un mémorial pour tous les Vietnamiens disparus durant les différents conflits. L'aspect sauvage du lieu ne laisse pas indifférents les amateurs de découvertes ensoleillées. Mais l'ensemble de l'archipel compte assez peu d'hôtels et la majeure partie des côtes sont encore préservées. À l'entrée d'un village, un échafaudage attire le regard. Il s'agit d'un immense tronc d'arbre qui a été travaillé par un artiste. En s'approchant, on distingue de petits bouddhas sculptés à même le tronc dans différentes attitudes. L'œuvre est particulièrement étonnante. Tout a été taillé d'une pièce dans le tronc d'un badamier, un arbre tropical. Tran Van Thai a trouvé cet arbre et a confié à un artiste le soin de le travailler. Kon Dao signifie les nombreux enfants, ce qui veut dire aussi la prospérité. Ce badamier est mort, mais j'ai utilisé son tronc pour créer cette sculpture, lui donnant ainsi une nouvelle vie. Les visiteurs viennent le prendre en photo et vont ainsi s'arrêter devant mon magasin. C'est une commande très exigeante. Il faut rester très concentré. Sculpter en une seule pièce demande de la précision et on n'a pas le droit à l'erreur. La sculpture doit encore être transférée sur son socle définitif avant de pouvoir faire la fierté de toute l'île. À proximité, la plage la plus connue de l'île, Lovoy, confirme que Kon Dao possède de nombreux atouts qu'il conviendra de bien protéger. Nous partons maintenant vers le nord, sur ce que l'on appelle les hauts plateaux. Arrêtons-nous d'abord à Dalat, une ville qui évoque l'Europe à bien des égards. Les Français se sont établis à Dalat en 1912 pour fuir la chaleur de Saïgon et profiter d'un climat très agréable. Il est vrai qu'à 1500 mètres d'altitude, l'air y est plus pur et les soirées fraîches. Les plateaux du Lam Dong qui entourent la ville sont une terre de café. Pierre Morer est la 4e génération installée ici.
Bien avant les premiers colons, son arrière-grand-père était déjà cultivateur dans la région. Pierre s'est spécialisé dans le café de dégustation, un produit d'exception pour lequel il convient de respecter certaines règles comme la qualité et la température de l'eau, et surtout son origine, le café réunionnais Bourbon. Le Vietnam est grand consommateur de café. Les affaires se passent au café. Il y a énormément de coffee shops. Et les Vietnamiens aiment bien boire un café au lait ou un café robusta, très dense et très corsé. Pierre est né à Saïgon et est revenu au Vietnam en 2007 pour reprendre tout le travail entrepris par son père sur les hauts plateaux, à 1 heure de route de Dalat. Photos et accessoires de l'époque décorent le magasin. Nous sommes à Dassar, dans ce que l'on appelle ici la forêt, à plus de 1500 mètres d'altitude. Son grand-père avait bien compris que le sol réunissait toutes les qualités pour établir du bétail et du café. Pierre vient saluer le maire du village qui a travaillé avec sa famille, Monsieur Adoy. Chiwi. Deux. Travaille avec mes grands-parents. Il a près de 70 ans, voire 80 ans. Et donc, c'est avec eux que j'ai appris le café, en même temps qu'avec Bang et Kamang. Ici, on est à Dassar, donc à 20 km de Dalat. Et la famille est arrivée en Indochine, oui, d'abord par Houé, la ville de Houé. L'arrière-grand-père Auguste Faro était jardinier dans le port de Houé. Et donc passionné d'apiculture, il est monté après à Dalat pour s'installer. Adoy montre fièrement son mur de photos et de récompenses. Quelques mètres plus bas dans le village, Pierre se rend dans la maison de Keimang et Apang. Le couple a longtemps travaillé dans la plantation aux côtés du père de Pierre. Ils ont un peu oublié le français. Oui, madame. Faro, tu avais quel âge? Je ne me souviens plus quel âge j'avais à l'époque. Je travaillais comme aide à domicile pour la cuisine, le ménage, mais je n'allais pas dehors. Lorsque Pierre a décidé de revenir au Vietnam, cette famille l'a hébergé pendant 10 ans pour l'aider à relancer la plantation. Aujourd'hui, il achète toujours leur café récolté en forêt. À une quinzaine de minutes du village, la plantation de café Bourbon de Pierre s'étend sur plusieurs hectares. Après plus de 17 ans passés ici, il ne se considère pas encore bilingue. C'est une langue qui est quand même, très musicale et sur lesquelles, qui n'est pas simple à comprendre. Je l'ai appris dans le cadre de mon métier. Oui. Et c'est pareil aujourd'hui avec les montagnards qui à l'époque fréquentaient les Français, on échange à la fois en vietnamien, à la fois en Nong Til et en Koro et en français. La variété se décline en Bourbon rouge, jaune, orange ou rose. Mais c'est la variété Bourbon pointu qui est la plus recherchée. C'est une période qui est assez courte au niveau de la floraison. Ça dure 15 jours, 3 semaines. Et comme une abeille, ça vole jusqu'à 3 km. Là, on est en pleine saison de floraison, donc elles vont se concentrer sur ces fleurs de café qui ressemblent et qui sentent le jasmin. Pierre produit d'ailleurs aussi un miel très recherché. La ville de Dalat s'est développée autour de son lac. Attirés par la douceur de son climat, les colons français ont construit sur la colline de nombreuses villas rappelant les cottages normands. Juste à côté, le palais d'été de Bao Dai, l'une des résidences où le dernier empereur du Vietnam venait chercher calme et confort, fait aussi partie d'une époque révolue. Bâti entre 1933 et 1938,
Cet édifice art déco devenu musée illustre bien le style moderniste de Dalat. Il faisait partie d'un projet d'embellissement de la ville. La gare de Dalat s'inscrit elle aussi dans ce concept moderniste. Ces anciennes locomotives font le bonheur des visiteurs. L'hôtel de luxe Dalat Palace est antérieur au palais et à la gare. Il a été construit en 1922. Dans les faubourgs de Dalat, ce sont les plantations de Robusta qui dominent le paysage. Le village de Tanung est essentiellement habité par la minorité Keo, que l'on retrouve sur les hauts plateaux du Lamdang. Ils ont leur propre langue et travaillent pour la plupart dans le café. Les Keo sont aussi de fins artisans. Ils travaillent le bambou et les feuilles de pandanus avec une certaine efficacité. Les plateaux que ces femmes confectionnent sont couramment utilisés pour trier le café, le thé ou le riz. Dans le village, il y a un endroit très étonnant créé par l'artiste Rocky Tien. Il a imaginé ici un lieu où il pourrait partager et faire connaître le mode de vie des Keo dont il est issu. Rocky Tien a mobilisé toute sa communauté pour récupérer des outils et des ustensiles. Il a aussi valorisé les talents de sculpteurs des uns et des autres. Un travail de titan et de débrouille qui lui a pris plusieurs années. Les Keo sont les premiers habitants des hauts plateaux avant que les Français ne viennent ici pour découvrir la région. C'est donc très important de nos jours car ils travaillent tous dans le café, mais le soir, ils viennent partager toute la musique et les traditions avec les spectateurs. Réussir à construire un rocher aussi haut, agrémenté d'une chute d'eau, a demandé pas mal d'imagination. À l'étage, il a rassemblé de nombreux ustensiles de cuisine et des objets du quotidien. À l'entrée du restaurant, le totem des Keo accueille les visiteurs. Certains soirs, Rocky propose un dîner-spectacle intégrant des chants et des danses traditionnelles jouées par des amateurs. J'ai constaté que la population ici connaissait de moins en moins nos traditions. Par ailleurs, les gens préfèrent quelque chose de plus moderne. C'est pourquoi j'ai construit tout ceci, pour essayer de préserver la culture des hauts plateaux et la partager avec toute la population du Vietnam. Alors que l'on sert des plats traditionnels Keo, le spectacle devient ensuite interactif. Les spectateurs sont invités à participer aux danses et à goûter à la boisson. Crocan, un vin de riz fermenté accompagné d'herbes sauvages, que l'on aspire à l'aide de pailles géantes. Le spectacle connaît un certain succès, notamment depuis que Rocky y a introduit des musiques plus rythmées et plus actuelles que les simples gongs. Il connaît les chorégraphies par cœur. Les convives enchantés par l'expérience l'invitent souvent à boire un verre en leur compagnie. Nous ne pouvons quitter Dalat sans admirer la pagode Linantu et son immense statue. Haute de 70 mètres, elle représente un bodhisattva, un sage ayant franchi tous les degrés de la perfection, sauf le dernier, par lequel il serait devenu Bouddha. Juste en face, le cours de la rivière Cam Ly effectue une chute impressionnante de 30 mètres avant de reprendre tranquillement son chemin. La côte de la mer de Chine méridionale est réputée pour être l'une des plus belles du sud-est asiatique. Près de la baie de Vanjia, à proximité de la mer, les agriculteurs sont en pleine récolte de riz. Celle-ci doit être impérativement effectuée avant les fortes chaleurs d'avril et l'arrivée de la mousson. Avec la Chine et l'Inde, le pays fait partie des plus grands exportateurs de riz au monde. D'immenses champs de fleurs de lotus sont cultivés juste en face. Cette plante aquatique baigne dans un sol très humide.
ces boutons s'ouvrent surtout le matin, se refermant plus tard dans la journée pour se protéger de la chaleur. Très utilisée comme offrande, la fleur de lotus est aussi largement consommée dans la cuisine quotidienne. Le cœur de la fleur qui n'a pas encore éclos regorge de graines, très appréciées dans les salades. Les Vietnamiens entretiennent avec le soleil une relation compliquée, en particulier les femmes, qui souhaitent avoir la peau la plus claire possible. C'est pourquoi à chaque fois qu'elles sortent, elles se couvrent littéralement de la tête aux pieds. Une précaution que l'on retrouve jusqu'au coucher du soleil, où les gens commencent tout juste à se baigner, mais en restant pudiquement habillés. Le port de pêche de Van Gia s'anime alors qu'il fait encore nuit. Quelle que soit leur taille, les bateaux rentrent afin de livrer leur cargaison dès le lever du soleil. Pour rejoindre la jetée, les pêcheurs utilisent un type d'embarcation traditionnel, un bateau-panier. Il est le plus souvent fabriqué en bambou tressé, mais de plus en plus, ces hoi an se font en résine. En général, ce sont les hommes qui sortent en mer et les femmes qui gèrent les ventes. Les négociations peuvent vite devenir très bruyantes. Les belles pièces sont destinées aux cuisines des restaurants ou de certains particuliers. Les plus petites prises vont se négocier par panier entier et serviront à la confection de pâtes pimentées ou de sauces. La baie de Van Gia se prolonge par une presqu'île sauvage au relief étonnant. On y trouve notamment une concentration importante de bassins d'élevage de crevettes. Le plus étonnant se situe à l'extrémité de la petite péninsule, des élevages de langoustes qui occupent tout le paysage. Un peu plus au sud, à Vinh Luong, le port de pêche est également très actif. Il accueille des unités de plus grande taille. Ce matin, les petits crabes et les crustacés tiennent la vedette. Les belles prises telles que les mérous se négocient sur les quais. Le ballet des arrivées et du déchargement est parfaitement orchestré. Les poissons arrivent déjà triés par caisse et recouverts de glace. Tout doit être mis en place avant 7 heures du matin. Avec ses 6 km de plages de sable blanc, Nha Trang est la grande cité balnéaire du pays. Elle attire de plus en plus de monde avec à la clé une expansion immobilière vertigineuse. La cathédrale du Christ-Roi occupe une place importante dans le centre-ville. Elle a été bâtie par les Français vers 1930 dans un style néo-gothique. Bien que construit à partir de simples blocs de ciment, l'édifice dégage malgré tout une certaine élégance.
Dans l'embouchure du fleuve Cai se trouve l'un des temples les plus anciens du Sud-Vietnam, Po Nagar. Il a été construit au 8e siècle par le peuple Cham. Ce lieu de culte hindouiste était dédié à la déesse Yan Po Nagar, fondatrice légendaire du royaume de Champa. 4 tours se dressent encore sur le site, étonnamment bien conservées. Leur secret de fabrication reste en partie une énigme pour les chercheurs. Po Nagar demeure un lieu de culte actif pour les Cham, une minorité qui vit aujourd'hui principalement au Cambodge. La plupart des magasins qui sont sur les grandes avenues cumulent à la fois une devanture commerciale et à l'arrière, voire au-dessus, un logement privé. Nguyen Thi Thuyen est couturière, spécialisée dans les aosai, ces longues robes traditionnelles qui se confectionnent sur mesure. Son atelier se situe à l'entrée et sa cuisine est située au fond de la pièce. Les clientes se succèdent de manière informelle. Elle n'a pas une minute de repos. De nos jours, l'aosai est porté à de nombreuses occasions, que ce soit des employés pour leur travail, ou encore pour des sorties ou pour faire des photos. Mais les femmes portent l'aosai surtout lors de grandes fêtes. Thuyen travaille sans patron car elle connaît tous ses modèles par cœur. Elle a juste besoin de prendre les mesures de ses clientes. L'aosai s'est modernisé. Il en existe plusieurs types. Avant, les manches étaient cousues serrées et le col monté haut. Aujourd'hui, le col est souvent rond. Mais le principe de base d'une robe longue est toujours le même. Aujourd'hui, ses enfants sont rentrés plus tôt de l'école. Thuyen va donc cuisiner pour le déjeuner. Elle prépare une soupe can chua ca à base de poisson. C'est une soupe aigre-douce. Je vais faire sauter les oignons et l'ail jusqu'à ce qu'ils dégagent un parfum agréable. On ajoute la tomate et on mélange avec l'ail sauté. Un peu d'eau, comme ça suffit. On ajoute du tamarin dans ma casserole qui va amener un goût aigre-doux. On peut aussi ajouter une autre tomate. Les oignons frais seront ajoutés à la fin. On attend que l'eau bout avant d'ajouter l'espadon. On va ajouter un piment dans la casserole. Et un peu de sucre. Elle ne conserve que la pulpe du tamarin et enlève sa peau. Des pousses de soja, des fleurs de bananier et quelques fines herbes viennent compléter la soupe. En toute fin de cuisson, elle ajoute quelques morceaux de poisson. Je fais frire la dernière tranche de poisson. Sans oublier le ngoc nam, la sauce de poisson. C'est indispensable pour le goût.
Le riz a été cuit séparément. La famille peut maintenant se régaler. Autour de Nha Trang s'étirent de petites baies aux eaux turquoises et au sable fin. Un littoral de toute beauté qu'il est urgent de protéger. Ces contrastes permanents entre de grandes villes en pleine expansion et une nature splendide sont sans doute l'esprit du Vietnam actuel, parfois mystérieux, insaisissable, sans oublier de sans cesse nous séduire.